Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de Diversity Talk, les podcasts anciennement d'OSI qui deviennent maintenant ceux de Randstad Digital France. Vous avez pu découvrir dans le premier épisode le trouble de l'attention avec Mathis, un étudiant en école d'ingénieur, et aujourd'hui c'est Olivier, l'un de nos référents handicap, qui va vous parler de l'autisme dans le monde professionnel. Bonjour Olivier, tu t'es impliqué sur le sujet du handicap chez Randstad Digital en devenant le référent handicap de l'agence de Nantes début 2023. Mais tu as déjà une belle expérience derrière toi dans l'embauche et le maintien en emploi des travailleurs handicapés puisque tu avais créé en 2017 l'agence nantaise d'une entreprise adaptée orientée insertion et handicap. Et puis en 2020, tu as rejoint un projet de création d'une entreprise adaptée de travail temporaire. Si nous échangeons aujourd'hui, c'est pour sensibiliser sur les troubles du spectre autistique, mais surtout sur l'autisme en entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces troubles, s'il te plaît ? Bonjour Bertie, merci pour ton invitation. Alors, ta première question, c'est pas forcément la plus simple, je vais quand même essayer d'y répondre. Alors, se représenter l'autisme, c'est s'imaginer que l'autisme est vu comme une zone de douleur dans laquelle la personne autiste n'a surtout pas envie d'aller. Donc, pour ne pas y aller, elle va développer des comportements pour éviter d'entrer dans cette zone. Si la douleur devient trop envahissante, elle va devoir du coup mettre en place des rituels de réassurance qu'on peut voir souvent par des gestes répétitifs par exemple. Donc cette zone de douleur, elle peut être activée par une surcharge sensorielle. C'est le cas par exemple si on va rentrer dans un contact non désiré. Ça peut être par un bruit, trop de bruit peut provoquer cette zone de douleur. Ça peut être les interactions sociales. Il faut savoir qu'une personne autiste, quand elle va discuter avec vous, si elle discute pendant 10 minutes, peut émotionnellement avoir besoin de 10 minutes supplémentaires pour s'en remettre. Donc c'est pour elle, là où vous êtes vous dans un moment de détente, ça peut être pour elle un moment de tension. Donc c'est aussi déclenché par le ressenti de ses propres émotions ou de celles des autres. Vous pouvez avoir des phénomènes d'hypersensibilité où la personne autiste va vraiment ressentir intimement l'émotion éprouvée par quelqu'un d'autre. Donc il faut être en situation de pouvoir comprendre ça pour pouvoir comprendre vraiment qu'est-ce qui anime et le fond du fonctionnement d'une personne autiste. Et évidemment, ça dépendra d'une personne autiste sur l'autre. Quels sont tes 3 conseils pour bien travailler ensemble ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations ? Vraiment, le premier conseil, c'est quand vous avez un collègue qui a accepté de vous ouvrir le fait qu'il soit autiste, c'est que vous ne l'avez pas remarqué parce que beaucoup d'autistes ont vraiment des stratégies de dissimulation pour éviter d'être jugés par rapport à ça. Donc, si la personne s'est ouverte à vous de cette caractéristique, eh bien, prenez le temps de la découvrir, de découvrir son fonctionnement. C'est-à-dire, vous allez voir qu'elle va avoir une gestion des émotions qui va être différente de la vôtre, qu'elle va avoir une gestion de la fatigue émotionnelle également différente. Elle ne va pas forcément avoir les mêmes capacités de raisonnement. Il peut y avoir des moments où elle va raisonner sur des axes complètement différents, donc ça peut être déstabilisant quand vous n'êtes pas au courant. Et vous allez devoir aussi vous adapter à son comportement quand elle est seule ou quand elle est en collectivité. Puisque, comme je disais tout à l'heure, quand elle est seule, elle va être dans un cadre qu'elle va vouloir le plus rassurant possible. En collectivité, elle se met un petit peu en danger puisque c'est vraiment une zone de difficulté. Donc, il faut savoir en tenir compte. Donc, le deuxième conseil, et on pourrait presque l'étendre à tout le monde, c'est un conseil dans la communication de disponibilité. Autant on peut être capable de mener 3 conversations en même temps et de pouvoir être interrompu. Chez une personne autiste, ce besoin de disponibilité pour communiquer est très très important. Et il faut qu'il y ait une espèce de rituel qui va vous permettre de vous assurer de sa disponibilité à elle et que la personne va être dans le bon état d'esprit pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, je donne un exemple. Si vous, par exemple, vous voulez l'interpeller et vous lui touchez le bras, eh bien, ça peut être pour elle être un facteur extrêmement dérangeant et ce qui fait que la communication derrière ne va pas être possible parce que vous avez établi un contact physique qui va la mettre en difficulté. Donc, le conseil, c'est vraiment, vous vous mettez en face de la personne, vous attendez qu'elle vous ait remarqué et que vous puissiez, qu'elle soit disponible intellectuellement pour engager une discussion. Surtout, vous ne vous formalisez pas si par exemple la personne ne vous regarde pas dans les yeux, parce que voilà, le regard peut être ailleurs, ça n'empêche pas la qualité de la communication. Et
après, dans la manière de communiquer, il va falloir aussi faire attention, par exemple, à éviter des métaphores, à éviter du deuxième degré, à évoquer des images qui peuvent ne pas parler à la personne, ou alors être dans le sarcasme pour essayer de faire passer une information, alors que la personne ne va pas forcément pouvoir le comprendre, le niveau sarcastique du propos. Donc, vraiment être dans un propos qui soit simple, direct, et vérifier que la personne a bien réceptionné le message. Et un dernier conseil, c'est ne surtout pas se formaliser si la personne demande à s'isoler. Parce que, comme je le disais, les interactions peuvent être fatigantes et donc la personne peut avoir besoin de cet isolement. Et je donne un exemple, c'est quand on part tous à la pause café, pour nous c'est un instant de détente. Si vous invitez la personne autiste et qu'elle ne veut pas venir, c'est qu'elle elle ne s'en sent pas la force. Par contre, le jour où elle vient, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir valoriser et c'est quelque chose de précieux. Et donc vraiment célébrer presque ce moment où qu'elle va accepter de passer avec vous, sachant qu'elle va devoir passer un peu de temps pour s'en remettre. Merci Olivier. Aurais-tu maintenant des conseils plus spécifiquement à adresser aux managers ? Ça va demander un management un petit peu spécifique puisque l'idée principale de ce management, c'est vraiment d'établir une relation de confiance, voire même des rituels rassurants. Un exemple, c'est quand si vous faites des daily, peut-être mettre en place dans un premier temps un petit temps supplémentaire à la fin du daily pour que la personne puisse vous poser des questions directement en dehors de la communauté avec une relation personne à personne pour qu'elle puisse se rassurer. Ça va durer qu'un temps parce qu'au bout d'un moment, le rythme étant pris, vous n'aurez plus besoin de le faire. Mais ce petit rituel rassurant en début de mission peut vraiment faire gagner beaucoup en assurance à la personne autiste de votre équipe. Deuxième conseil, ça va être un côté réglo. Il va falloir être, mais vraiment 100%, et être très vigilant par rapport à ça, 100% à être réglo avec son collaborateur. Parce que dans le monde de la personne autiste, ne pas être réglo, c'est trahir. Et donc votre mensonge peut-être, ou mensonge ou omission, peut être vu comme vraiment une trahison et avoir des conséquences émotionnelles très très fortes. Il faut savoir que dans la majorité des cas, une personne autiste, c'est vraiment une personne sincère, honnête, loyale. Alors ce sont des qualités extrêmement précieuses, il faut vraiment veiller à les conserver. Merci Olivier, et puis c'est vrai que c'est des conseils qui peuvent être aussi applicables à d'autres collaborateurs, même qui n'ont pas de troubles du spectre autistique. Mais maintenant, est-ce que tu aurais des conseils à destination des recruteurs ? Bien sûr, parce que quand on fait du recrutement, on a ces méthodes d'évaluation des collaborateurs ou des futurs collaborateurs. Donc, quand on veut les appliquer à une personne autiste, je ne veux pas dire qu'on fait du 100% tout faux, mais on n'en est pas loin. Donc, vraiment, je dirais, ne tenez pas compte de la posture de la personne, parce que elle va dans un entretien, ça va être un moment de tension intense pour elle, donc elle va forcément être dans des rituels de réassurance, donc elle va peut-être avoir les mains sous la table à essayer de se rassurer en bougeant ou en serrant les poings, etc. Pareil pour l'intonation de la voix, la notion d'émotion va être très fortement présente, donc là, ça va s'en ressentir sur l'intonation. Donc si vous jugez du niveau de confiance de la personne dans ses compétences par rapport à cette intonation, vous risquez de passer à côté vraiment d'un collaborateur très performant, mais qui, sur l'exercice de l'entretien, peut ne pas correspondre aux attendus. Et voilà, donc la gestion du stress, une fois de plus, elle est différente, elle est très très forte. Donc les gens qui souffrent du syndrome autistique ont mis en place des efforts intenses pour pouvoir passer ces moments-là. Donc le fait même que la personne soit en face de vous dans une logique d'entretien, d'embauche, c'est déjà, je peux vous garantir, une victoire pour elle. Donc jugez-la déjà à l'aune de cette victoire-là. Voilà. Ensuite, comme c'est des entretiens, il faut vraiment laisser du temps à la personne de s'imprégner de votre question et d'y répondre. Ça sera rarement un jeu de questions-réponses à toute vitesse. Et surtout, ne cherchez pas à faire les réponses à la place de la personne en lui proposant des réponses. Parce que vous allez entraîner un mécanisme d'anxiété en faisant ça.
parce que la personne voit bien qu'elle ne correspond pas à la vélocité de l'entretien que vous voudriez avoir et va plutôt se taire que vouloir essayer de rentrer dans ce jeu de la question-réponse rapide. Et dernier conseil, mais qui est, je pense, le plus important, n'hésitez pas, lors de l'entretien, à poser des questions sur les besoins d'aménagement de poste. Est-ce que la personne a besoin d'une orientation bureau un petit peu particulière? Est-ce qu'elle a besoin d'être dans un endroit où le bruit, où il peut ne pas y avoir de bruit parce que ça peut la perturber? En fait, quel est son niveau à elle propre de besoin en aménagement? C'est des aménagements très simples, hein. C'est vraiment, une fois de plus, orientation du bureau, niveau de bruit, proximité avec la sortie, proximité avec une fenêtre, etc. etc. C'est des choses qui sont simples à mettre en œuvre, il ne faut surtout pas hésiter et le gain est tout de suite immédiat par rapport à ça. Merci beaucoup Olivier pour tous ces précieux conseils. Je pense que ça va servir à beaucoup de nos auditeurs. En tout cas, c'est un bel éclairage sur ce qu'est l'autisme en entreprise. Et du coup, j'invite tous nos auditeurs à suivre nos Diversity Talk et je leur donne rendez-vous en octobre pour notre 3e épisode qui portera sur les proches aidants. Merci Olivier et merci de votre écoute à tous.